Est-ce qu'on commence la conférence? Ok. Donc, merci beaucoup d'être venu à cet atelier consacré à l'application de l'intelligence artificielle à la documentation des collections au musée du Louvre. On va parler des objectifs concrets, des enjeux opérationnels et des premiers retours d'expérience sur l'IA appliquée à des corpus documentaires. Donc, l'atelier est centré sur un projet mené entre août et novembre 2025 et qui continue dans le temps au musée du Louvre. Grâce à un mécénat dédié, le département des arts de l'islam a mobilisé l'intelligence artificielle pour exploiter un ensemble documentaire de catalogues de vente aux enchères et en tirer une base de données exploitable. Donc, dans ces catalogues, chaque lot est décrit avec du texte, des images, des codes, souvent dans des formats très différents. Le défi était donc d'automatiser l'extraction de ces informations, malgré ce corpus hétérogène, rassemblant des publications sur 30 ans, issues de 13 maisons de vente différentes. En 4 mois, l'équipe de Teclia a extrait et traité 22 500 pages issues de 250 catalogues. Et grâce au retour d'expérience de ce projet, nous pouvons évaluer les apports de l'IA, ses conditions de mise en œuvre, et puis surtout les expertises qu'elle mobilise du côté des équipes de documentation. Donc, nous proposerons aussi une ouverture sur les applications transversales de l'IA telles qu'elles sont imaginées aujourd'hui par le pôle d'innovation numérique du musée du Louvre, représenté par Eleonora Moraghi. Donc, je vais poser des questions en premier à Sybille Clochet et Nicolas Texier, qui ont piloté le projet d'extraction d'informations au département des arts de l'islam. Alors, quels étaient les enjeux, les besoins identifiés, la nature des collections et vos attentes par rapport à ce projet ? Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, il s'agissait au départ d'utiliser une ressource documentaire qui est présente à peu près dans tous les départements de conservation, qui sont ces fameux catalogues de vente. Il faut voir qu'il y a une proportion assez infime en fait, des œuvres que l'on peut voir dans les musées et que l'essentiel tourne dans le marché de l'art, dans les collections privées. C'est même parfois utilisé comme des produits financiers. Donc, nous, dans les départements, ça fait très longtemps, nos plus anciens catalogues datent de la fin du 19e siècle, qu'on se rend compte bien que là, il y a tout un ensemble d'informations qu'il est utile de pouvoir utiliser dans le cadre, dans plusieurs applications dans les départements. Je pense en particulier naturellement à la recherche de provenance, pour connaître un peu le curriculum d'une œuvre avant qu'elle arrive quand on la voit en vente, pour constituer des corpus aussi de recherche. Typiquement, si on veut étudier un type de matériel ou d'objet, d'œuvres sur une période donnée, et ainsi de suite, ça permet de réunir tout un ensemble de corpus qui ne sont pas présents dans les collections publiques. Et puis, naturellement, il y a aussi le volet acquisition pour estimer, on va dire, des informations sur, on va dire, le marché de l'art, ses tendances, la valeur d'une œuvre, a priori, si on souhaite acquérir quelque chose de similaire. Donc voilà, il y a un ensemble de choses qui sont utiles. Et jusqu'ici, en l'occurrence, la collection du département des arts de l'islam, elle est assez serrée, parce que c'est sur essentiellement des arts d'art oriental, on va dire. Alors dans toutes ces acceptions, y compris, ça peut concerner la Mésopotamie, ça peut concerner l'art moghol, ça peut concerner aussi, ça va parfois jusqu'à la Chine, selon les catalogues. Mais on a une collection qui n'est pas énorme, hein, qui est de 1800 catalogues. Alors ça s'accroît naturellement chaque année, mais c'est à peu près 2000 catalogues. Si vous allez au département des peintures, typiquement, là, c'est vraiment des collections énormes et qui sont assez anciennes, parce qu'il y a un marché de l'art qui se constitue finalement, voilà, au XVIIIe siècle. Il va commencer à avoir des publications décrivant les œuvres. Alors avec plus ou moins de précision, c'est pour ça que Clémence parlait tout à l'heure de l'hétérogénéité des sources. Là, on a fait le choix de commencer par les périodes les plus récentes, de manière à ce que justement, d'abord, ça soit illustré, parce qu'évidemment, une image, c'est toujours très important pour la documentation des œuvres, et de manière à ce que ça soit relativement complet quant à la description. C'est-à-dire que plus vous remontez dans le temps, moins vous avez d'images et plus les informations sont un peu lapidaires. C'est-à-dire à partir du moment où vous arrivez dans les années 50, 60 ou antérieures, des fois c'est juste décrit comme ça et sans photographie. Donc, à la limite, si vous dites un vase moghol, il ne va pas se distinguer, vous ne saurez pas de quel vase on parle. Éventuellement, vous avez juste ces dimensions qui peuvent vous indiquer quelque chose, mais ça reste assez limité.
Quoi qu'il en soit, ça fait quand même une importance, un stock d'informations important, et la manière dont on pouvait les consulter et les exploiter jusqu'ici, c'était à l'unité documentaire près, c'est-à-dire au catalogue. Fallait avoir des pouces musclés parce qu'il fallait systématiquement les feuilleter les uns après les autres et puis les passer en revue et ainsi de suite. Donc, il nous est arrivé dans certains moments de faire ça de manière un peu urgente, en particulier dans la perspective de vente. Et une fois sur deux, on rate l'information, évidemment, parce que feuilleter 2000 catalogues et repérer l'information qu'on cherche quand elle est faite de lignes, bon, c'est pas très pratique. Donc l'idée qui a présidé à la constitution de ce projet, c'est justement de pouvoir utiliser toutes ces données et la mettre à disposition sur une base de données, c'est-à-dire la sortir de l'unité documentaire que représente le catalogue pour la mettre dans une base de données où on peut chercher dans une seule recherche sur l'ensemble des notices qui ont été isolées finalement au sein d'une vaste base de données. Pour ça, évidemment, si je ne déborde pas trop, mais l'idée c'était de déterminer évidemment tout ce qui était nécessaire à recueillir comme information et tout ce qui était significatif pour notre discipline. On parlait du mécénat tout à l'heure, effectivement c'est un mécénat dédié à la valorisation de l'art iranien en l'occurrence. Je ne ferai pas d'allusion à l'actualité, mais naturellement, dans ces cas-là, moi j'étais pour une exploitation rationnelle. Il fallait embrasser l'ensemble des choses qui sont dans les catalogues, y compris des fois vous avez des œuvres japonaises, chinoises qui n'ont rien à voir avec notre discipline, mais on n'allait pas, je ne pouvais pas faire du picking au sein des catalogues, ou alors ça aurait été un peu curieux. Donc l'idée c'est justement de pouvoir exploiter tout cet ensemble et le mettre à disposition de nos collègues, strictement à disposition de nos collègues, puisque c'est une application qui est interne. Et je terminerai simplement en disant que on a pu faire mener cette opération d'une part parce que c'était un mécénat, ça facilite naturellement beaucoup plus les choses, et d'autre part parce que c'était une expérimentation qu'on souhaitait mener. C'est-à-dire que l'idée c'était de voir si ça fonctionne, quels résultats ça présente, et est-ce que ça peut être reproduit dans d'autres départements, voire à l'échelle du musée. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec le travail qui a été mené par les équipes en interne et les contraintes en temps humain, quelles expertises métiers ont été mobilisées. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, en fait, non, je ne prends pas de micro parce que je pense que tout le monde... Enfin, à moins que quelqu'un ne m'entende pas, j'ai en général la voix qui porte. C'est enregistré. Ah, il faut... Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, très bien. Donc, en fait, ce que vous a expliqué Nicolas, on l'a ensuite découpé. C'est-à-dire qu'on a identifié un process. Et ça, c'est donc la partie scientifique, elle est du côté du département de Nicolas. Nous, à la DESCO, on est le service d'ingénierie documentaire des images et de la traduction, mais là, c'est plutôt l'ingénierie documentaire qui a été convoquée. On a découpé, en fait, en process le projet. Donc, déjà, il nous fallait des données numériques, donc il fallait des catalogues dans un format numérique. Ensuite, il nous fallait automatiser l'extraction de données. C'était fondamental. On n'allait pas... bon, là, il y a 250 catalogues pour la dimension exploratoire et pour l'expérimentation, mais comme vous l'a dit Nicolas, ça peut concerner tous les départements, et donc c'est des millions de pages. Donc, évidemment, il fallait automatiser cette extraction. Et puis ensuite, on avait besoin d'enrichir ces données. C'est-à-dire qu'on les extrait, mais on ne veut pas les extraire n'importe comment. Déjà, on ne veut pas tout extraire. On veut aligner ces données, les enrichir et les trier. Donc, il fallait aussi automatiser cette partie-là. Et ensuite, il nous fallait un outil pour diffuser, donc avoir une interface pour interroger ensuite ces données. Donc, une fois qu'on a qu'on a fait ce listing de process, on s'est dit, bon, bah, alors qu'est-ce qu'on aligne comme outil en face? Donc, pour la numérisation des catalogues, on a un marché de numérisation documentaire au musée. On opère dans le cadre d'un accord cadre de numérisation documentaire. Pour l'extraction des données, c'est là que l'intelligence artificielle est mobilisée. Enfin, en tout cas, tout de suite, on s'est dit, il nous faut un outil d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une problématique particulière dans les catalogues de vente qui peut différer du coup d'une technique d'OCR ou d'HTR, par exemple. C'est qu'en fait, là, dans les catalogues, on a besoin de réconcilier des images et du texte.
parce qu'on a des images qui illustrent des lots d'objets, mais en fait, les notices sont séparées des images. Voilà. Donc, on a besoin de réconcilier les deux. Et puis, pour l'enrichissement des données, on part de vocabulaire ou de référentiels qu'on utilise, nous, au Musée du Louvre, pour décrire nos objets. Voilà. Donc, il fallait aussi aligner les informations qu'on récupérait avec ces éléments. Et puis, enfin, l'interface d'interrogation. Il se trouve qu'on a un portail d'accès aux données de la recherche qui s'appelle corpus.louvre.fr, qui fonctionne sur OMKS. Alors, c'est un portail, évidemment, à destination à usage externe pour les chercheurs, mais en fait, on peut rendre privé une partie des sites. Et donc là, puisqu'on est sur un outil qui est à usage interne uniquement, c'est le choix qu'on a fait d'intégrer ces données dans l'interface. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est servi de nos référentiels et des vocabulaires qu'on utilise dans Omeka. Merci beaucoup. On a parlé de la complexité des documents sources, de la complexité du format de sortie. Christopher, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est mis en place chez Teclia ? Oui, alors une des spécificités du projet, c'est en effet, comme l'a dit Sybille, c'est que ça combine à la fois de l'analyse visuelle, donc plutôt des modèles de vision par ordinateur, et de la compréhension de texte. Avec les modèles actuels, en fait, on a une palette de modèles possibles. C'est-à-dire qu'on peut aller vraiment du modèle très spécifique, sur mesure, entraîné pour le projet, jusqu'au modèle complètement généraliste. Vous prenez votre page et vous l'envoyez dans ChatGPT et vous lui dites extrais-moi les informations et mets-moi ça dans un tableau Excel. En fait, si on utilise un modèle très très généraliste, on n'a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de contrôle qualité, on ne peut pas vérifier que l'intégralité de la page a été traitée, on ne peut pas vérifier que chaque image a été bien mise en relation avec un texte. Donc, on n'a pas utilisé cette approche, on a utilisé une approche où on a quand même découpé le problème en plusieurs sous-problèmes. Donc le problème de localisation de l'image, le problème de reconnaissance du texte et mise en relation du texte avec l'image, et le problème de formatage et de normalisation. Donc en fait, avec ces différentes étapes, ça permet d'avoir des contrôles qualité à chaque niveau. Donc ça vous permet de vérifier, est-ce que toutes les images sont correctes ? Est-ce que je n'ai pas des objets qui sont tronqués ? En particulier les objets très allongés, la numismatique, plein de formes très spécifiques posent des problèmes aux algorithmes d'extraction. Donc on les a validés, c'est-à-dire qu'on a regardé toutes les images qui ont été passées. Donc avec des interfaces de validation en masse, on peut regarder 10 000, 50 000 images, ça va assez vite, parce qu'on voit tout de suite l'œil humain très très fort à repérer les anomalies. De la même manière, sur l'extraction d'informations et la mise en relation, on peut faire des contrôles qualité en disant est-ce que chaque photographie a une notice ? Est-ce que chaque notice est associée à une photographie ? Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'en effet, il n'y a pas de photographie dans ce catalogue. Et après, sur la normalisation, on sort de la même manière du format tabulaire qu'on peut vérifier en masse. Donc, vous avez aussi, pareil, un grand fichier Excel où vous avez toutes les colonnes de prix, toutes les colonnes de taille, toutes les colonnes de provenance, toutes les colonnes. Et là, vous pouvez regarder très, très, très rapidement est-ce que ça a du sens, parfois même de manière automatique. Si vous avez une chaîne de caractères non numérique dans un prix, alors c'est possible, peut-être, mais il faut aller regarder chacune de ces informations. Donc, il faut trouver le bon compromis. En fait, aujourd'hui, on a des outils très puissants en intelligence artificielle et on a l'impression que on peut tout leur donner en fait et leur faire confiance de manière un peu aveugle. C'est pas le cas dans les projets. On reste avec des projets avec du contrôle qualité, de la mise en place d'un traitement qui est échelonné avec différents aspects. Donc, il faut garder en tête qu'on reste sur des projets séquentiels, des projets standards finalement, et qu'il faut juste choisir les bons outils au bon endroit pour aller réduire les coûts en fait et aller le plus vite possible. Merci beaucoup. On va passer au thème suivant, s'il vous plaît. Et on va discuter des contraintes de mise en œuvre et des conseils aux institutions qui aimeraient se lancer. Donc, côté Louvre, quels ont été les points centraux de prise de décision par rapport à ce projet ? Par exemple, aussi la modalité de mise en œuvre de ces projets en termes d'état d'esprit des équipes, de méthodologie de travail et de validation côté de la direction. Si vous pouvez nous préciser ces aspects organisationnels. Alors, pardon, j'ai pas de réflexe. Sur l'aspect organisationnel, il y a plusieurs étapes dans ce projet.
Il y a une étape qui est côté département et qui a été portée par Nicolas, qui est l'étape administrative et juridique, enfin, grandement portée par Nicolas, un peu par nous aussi, c'est un peu les deux, mais tout part de la demande de financement en fait. De toute façon, c'est la condition sine qua non, on n'aurait pas fait ce projet si on n'avait pas eu d'argent. Donc tout part de la demande de financement. Ensuite, dans cette étape-là, il y a forcément ensuite l'étude du secteur économique, le marché fournisseur qui existe. Alors, on est sur une petite prestation. C'est un projet exploratoire avec un petit financement. Donc forcément, on n'a pas fait non plus, on n'a pas lancé un sourcing de solutions. Mais bon, on a quand même regardé ce dont il s'agissait, ne serait-ce que pour arriver à se représenter la faisabilité du projet déjà, et puis essayer d'évaluer, puisqu'on n'avait pas que des coûts de prestations techniques à faire porter dans ce financement. Ensuite, donc, il y a toute la phase évidemment de passation de l'achat public en lui-même et de l'identification des ressources qui allaient être nécessaires en interne et les ressources extérieures. Donc ça, c'est la phase administrative et juridique. Donc elle est portée, elle est initiée par la partie scientifique, et ensuite nous, on est là en support parce qu'en général, ce sont des budgets qui sont portés ou des prestations qui sont portées par la direction du soutien aux collections. Ensuite, il y a toute la partie de conception. Et là, c'est à nouveau... En fait, c'est toujours un projet qui implique nos deux directions, la partie scientifique, la partie technique, la partie soutien opérationnel. On n'a jamais séparé nos activités. Après, en fonction de l'étape dans laquelle on se trouve, il y en a un qui prend ou pas le pilotage. Voilà. Donc, dans la phase de conception, à nouveau, ça démarre côté partie scientifique, parce que tu as toute la partie de sélection du corpus, de description de ce corpus. Voilà, parce que il faut savoir quelles sont les données qui seront utiles, ce qu'on va pouvoir en faire. Et puis ensuite, on réfléchit. Alors voilà, à ton besoin, il va falloir qu'on le traduise donc en différents process et qu'on fasse porter ces process par les différents outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a une meilleure idée. Ensuite, il y a la partie pilotage de la prestation technique. À nouveau, c'est une partie qui est portée par les deux parties prenantes au projet, scientifique et technique. Donc là, c'est toute la phase de préparation des livrables, les réunions de compréhension du besoin. On restitue à Teclia un besoin et on se met d'accord sur la façon dont on va procéder. Et puis ensuite, il y a la phase, bien sûr, de les validations intermédiaires et finales. Christopher parlait effectivement, on a testé des solutions, donc voilà, il a fallu ajuster. Donc, il y a des validations intermédiaires et des validations finales. On n'était pas seul avec Nicolas, puisqu'on a pu recruter un stagiaire. C'était l'autre condition sine qua non et l'autre partie de la demande de financement. On a eu un stagiaire pendant 6 mois pour nous accompagner dans la phase amont, pendant la phase de pilotage de la prestation technique et l'après. Ça aussi, ça nous a demandé du temps, parce qu'il faut piloter, il faut encadrer le stagiaire, mais il faut aussi participer à sa soutenance, par exemple. Voilà, c'est donnant-donnant. Et puis, il faut lui, en même temps, il faut lui apprendre des choses. Donc, ça demande un encadrement assez important. Et puis après, il y a toute la phase de communication en interne, parce qu'il y a une dimension exploratoire à ce projet. On veut en tirer des conclusions. Par ailleurs, il y a une question qui est à poser de l'extension de ce projet à d'autres départements. Donc pour ça, il a fallu qu'on communique en interne. On a été aussi sollicité en externe pour faire des présentations, par exemple celle-ci. Et on sait qu'il y a une dernière partie qui nous échoit encore à Nicolas et à moi, qui est devant nous, c'est le retour d'expérience qu'il faut qu'on formalise pour réellement savoir, mettre dans les mains de notre direction générale la décision
on continue ou on s'arrête. Voilà. Et si on continue, à quelles conditions? Pardon, j'étais un peu long peut-être. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose? Sur la partie scientifique, ça marche. Ouais. Sur la partie scientifique, alors effectivement, Sybille a bien souligné à quel point on a pu fonctionner en binôme sur ce projet, parce qu'en fait, c'est difficile quand même d'avancer sûrement uniquement sur la partie administrative et d'autre part sur la partie scientifique. C'est des choses qui se combinent en général. Ce qui était important, enfin l'enjeu en tout cas en interne, c'était naturellement de convaincre de l'intérêt que ça pouvait avoir pour les collègues, mais enfin, c'était pas très difficile honnêtement. On imagine, enfin les gens maintenant sont bien, enfin on parle d'IA tout le temps à tout le monde, donc forcément les gens sont un peu percutent un peu. Et puis en fait, c'était l'occasion de me rendre compte qu'il y avait des gens dans le service qui avaient qui avaient une utilité de l'IA récurrente, on va dire, pas forcément quotidienne mais récurrente, et qui avait une certaine sensibilité à une certaine familiarité avec ce sujet. Pour ce qu'elle, encore une fois, pour ce qu'elle fait le mieux et qu'on ne pourrait pas faire de manière humaine, c'est-à-dire l'extraction de données sur des corpus importants. Il y a d'autres utilisations qui peuvent poser des questions, notamment déontologiques, mais pour le coup, on peut s'en abstenir. Là, c'est pas tellement le cas, et donc c'était un peu une évidence de pouvoir simplement changer de média pour l'exploitation de ces données qui étaient un peu des données dormantes finalement, sauf à vouloir piocher dans cette collection de catalogues. Merci beaucoup. Christopher, est-ce que vous pouvez nous préciser comment on met en place un projet d'IA, comment on identifie des projets pertinents et puis comment on calcule les coûts, le calendrier, le type de livrable? Oui, alors c'est vrai que c'est une question importante parce qu'on peut se dire, voilà, est-ce que mon projet est un peu éligible à l'utilisation de l'IA? Est-ce que c'est utile, pas utile? Bon, il y a une première question, une première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a vraiment un intérêt à utiliser de l'automatisation quand le corpus est important, puisqu'il y a de toute façon des frais, on va dire, de base de mise en place de gestion de projet. Donc plus le corpus est important, plus la machine va permettre de gagner du temps. Donc en fait, moi j'ai l'habitude de dire, mais en fait la machine s'occupe de volume, l'humain s'occupe de la complexité. Donc si vous avez un projet complexe avec peu de volume, vous n'êtes pas dans le bon cas. Si vous avez un projet simple avec beaucoup de volume, vous êtes dans le bon cas. Généralement, c'est intermédiaire entre les deux. Donc nous, on a une espèce de métrique, c'est-à-dire qu'on va calculer une complexité de projet. Et dans cette métrique, il y a 4 composants. Le premier composant, c'est le nombre d'institutions avec qui on interagit. Bon, là, il y avait une seule institution, le Louvre, mais on a des projets. Le projet, par exemple, SOCFACE de traitement des recensements français, on a travaillé avec 105 services d'archives départementaux et municipaux. Évidemment, les interactions, c'est de la complexité. C'est de la complexité humaine. Donc, premièrement, le nombre d'institutions. Deuxièmement, le nombre de types de documents que vous devez traiter. Donc là, on a une première phase qui est exploratoire parce que généralement, vous ne savez pas, les institutions ne savent pas, ils disent c'est des catalogues de vente. Mais en fait, il n'y a pas qu'un type de catalogue de vente. Donc là, on en a identifié 13. Soit on peut les identifier facilement parce que c'est des maisons de vente, soit on va devoir utiliser de l'IA pour analyser le nombre de types de documents. Donc là, il y en avait 13. Après, il y a le nombre de traitements. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un traitement spécifique, il faut le configurer, il faut le suivre, il faut faire du contrôle qualité dessus. Donc là, on en avait 4. Donc vous êtes à 1 x 13 x 4. Et il y a un facteur de contrôle qualité. Voilà. Est-ce que le contrôle qualité, c'est juste regarder ce qui sort? Est-ce que c'est faire du matching au référentiel? Est-ce que c'est faire de la validation manuelle, donc externaliser de la reprise sur erreur? Donc là, on a un coefficient de complexité. Là, on était sur une complexité plutôt relativement simple, c'est-à-dire de la validation visuelle avec du retour avec le Louvre, mais c'était plutôt simple. Donc on est sur une complexité qui est à 50-60. Voilà. Par comparaison, le projet de traitement des recensements sur 100 ans, 20 recensements avec 100 archives départementales, on est à 800 de complexité. Donc vous voyez, voilà, on a des projets très très différents. Il y a un lien évidemment entre le coefficient de complexité et le prix. Donc plus c'est complexe, plus ça va coûter cher parce qu'en fait, c'est du temps humain la complexité. Et c'est pas tellement le nombre de documents. En fait, on peut multiplier par 10 le nombre de catalogues, ça va pas faire x10 sur le prix. La partie traitement, elle est de moins en moins chère. Et il reste plutôt la partie qualité et suivi des projets, en fait, qui reste incompressible. Donc au début, quand on a vu ces modèles, nous, chez Teclia, arriver d'IA générative, on s'était dit, ça va accélérer nos projets, on va en faire beaucoup plus. En fait, non.
puisqu'en fait, toute la complexité du projet, elle reste. Ce qui est accéléré, c'est principalement la mise en place du modèle, mais c'est une toute petite partie du projet. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au dernier thème, s'il vous plaît, avec l'intervention de Eleonora Moraghi, qui est responsable du pôle de l'innovation numérique qui a été créé en 2025 au Musée du Louvre, qui témoigne de l'engagement du musée dans des projets plus expérimentaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités d'intégration de l'IA au Louvre et surtout des besoins identifiés de manière plus transverse dans tous les départements du musée ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, le pôle d'innovation numérique est un pôle qui est extrêmement récent puisqu'il a été créé en 2025 et j'ai pris mes fonctions en novembre 2025. Donc il est très récent. Et donc là, je vais prendre un peu de hauteur par rapport au projet parce qu'effectivement, le pôle veut accompagner quand même l'ensemble du musée dans l'innovation numérique. Et alors, effectivement, des systèmes d'IA pourraient être appliqués à potentiellement tous les domaines, tous les métiers, mais ce n'est pas ça qu'on va forcément faire. Et pour ce qui relève vraiment de la documentation, de l'aspect vraiment documentaire, on voit se dégager 3 axes vraiment un peu principaux, qui sont des axes alors assez larges. Du coup, tout ce qui est vraiment traitement, extraction de données plutôt textuelles à partir de documents multimodaux comme les catalogues de vente ou des documents complètement textuels. Et donc ça, c'est des choses, j'ai envie de dire, qui sont déjà quand même plus ou moins rodées aussi dans d'autres institutions. Donc c'est vraiment plutôt de la mise en œuvre de techniques et de processus métiers, justement, dont on a un exemple ici aujourd'hui. Après, on voit aussi, bien évidemment, tout ce qui relève de l'analyse de l'image et de corpus massif d'images. Bien évidemment, le Louvre, comme d'autres institutions patrimoniales, a un intérêt aussi à expérimenter dès l'analyse de la reconnaissance de forme sur de l'image. Et cette reconnaissance de forme peut être vraiment sur des aspects purement formels de l'image, ou alors des aspects plutôt figuratifs, voire des aspects iconographiques. Donc là, voilà, je parle de manière très très générale, mais on voit bien que c'est la vision par ordinateur, donc les techniques qui relèvent de la vision par ordinateur peuvent vraiment servir à explorer et à découvrir, à aider en tout cas la découverte de corpus et de motifs finalement visuels de différents types. Enfin, il y a aussi un axe qu'on aimerait bien explorer à l'aide de systèmes d'IA, qui est plutôt l'axe de détection et lien de données qui sont externes. Donc là, on a parlé vraiment des données qui sont les nôtres, parce que quand même, les catalogues de vente sont conservés au musée du Louvre. Donc on parle vraiment de données qui sont conservées. Mais il y a aussi cette potentielle exploitation de données qui sont externes, donc que nous ne conservons pas, mais où il y a en fait un lien qui pourrait être extrêmement intéressant à tisser avec des données que nous conservons. Donc là, ce sont d'autres systèmes d'IA qui peuvent être mis à l'œuvre et qui peuvent justement éclairer nos collections. Après, voilà, au niveau peut-être plus des enjeux, parce que voilà, c'est des axes qui sont extrêmement intéressants, mais il y a quand même des enjeux. Moi, ce que de mon point de vue, je vois, puisque en fait, je suis rattachée à la direction du système d'information, c'est plutôt l'intégration de toutes ces données, finalement ces corpus qui sont générés, comment les intégrer dans un système d'information, comment amener de la cohérence et quelque part une vision un peu systémique des données qui sont les nôtres. Et voilà, c'est vraiment un défi qui est extrêmement présent, parce que voilà, là on a parlé d'une expérimentation, et c'est vrai qu'au niveau expérimental, on peut très bien avoir aussi être un peu en dehors des systèmes que nous avons, mais l'enjeu sur des volumes qui peuvent être extrêmement conséquents, c'est vraiment de faire en sorte que les expérimentations puissent rejoindre la vie courante en fait, de nos outils et nos systèmes.
Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Moi, ça me paraît très complet. De toute façon, on va donner la parole à notre public pour toutes les questions qui sont dans leur tête. Donc, si on peut passer à la dernière slide et donner la parole à ceux qui peuvent avoir des questions, vous êtes les bienvenus. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question à propos donc, du cas qui a été présenté, mais peut-être aussi plus généralement sur le fait que des mécènes viennent donc financer en partie ou en totalité ce genre de projet. Je me demandais si vous étiez posé la question de... on sait que quand il y a un mécénat, il y a des contreparties qui sont attribuées aux mécènes. Bon, avec le Louvre, j'imagine qu'il y a des contreparties évidentes de mise à disposition d'espace, etc. Mais est-ce que vous avez envisagé le fait que le mécène pourrait avoir dans ses contreparties justement des éléments qui sont liés aux données qui ont été collectées, qui ont été traitées, qui pourraient être partagés avec lui ou d'une autre façon? Alors c'est une bonne question. En l'occurrence, là, c'est assez spécifique dans la mesure où on présente le projet au mécène et la seule contrepartie qui est incluse dans le contrat de base, c'est simplement la mention du fait que ça soit soutenu par le mécène en question, qui par ailleurs mécène comme ça beaucoup de projets au sein des 2 départements concernés, les Antiquités orientales et les arts de l'islam. Donc il n'y a pas de regard particulier sur les données et l'utilisation qui en est faite. C'est simplement le but, c'est simplement la valorisation de l'ère iranien de l'Antiquité jusqu'au 19e, quoi. D'autres questions ? Alors de manière plus générale, je ne peux pas me prononcer. Il y a un fonds de dotation qui est une entité à part entière dans le musée du Louvre, qui serait même de répondre. Mais enfin, je pense que tout ce que je peux imaginer et que tout le monde peut imaginer ici, c'est que évidemment c'est entre financer par quelques dizaines de milliers d'euros un projet comme celui-ci et restaurer une aile avec comme typiquement la galerie des 5 continents, les contreparties ne sont pas du tout les mêmes. Donc, mais franchement, là, je suis en dehors de mes compétences. Sur le partage des données, en fait. Ouais. Non, ça fait longtemps que je suis au musée du Louvre. Il y a pas mal de projets que j'ai vus mécéner au musée du Louvre. Il n'y a jamais de partage de données. Les contreparties, elles ne sont pas là, en fait. Les mécènes, ce qu'ils demandent, c'est de la visibilité. Mais pas des données, ça, c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Voilà. Donc non, je pense. Mais voilà, demain, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aurait de toute façon des enjeux de propriété intellectuelle aussi sur ces données. Alors certes, un mécène, c'est un partenaire, donc dans nos conventions, il y a des des possibilités effectivement de cession, d'exploitation par nos partenaires de certaines de nos données, mais en général ça se limite au logo, c'est-à-dire on est partenaire, donc évidemment si vous avez besoin de rendre visible votre collaboration avec le musée du Louvre, et ben vous avez le droit d'utiliser le logo sur vos supports de communication. Voilà, mais il y aurait des enjeux de propriété intellectuelle, certainement. Et au-delà de ça, après, le cas s'est jamais posé, donc c'est un peu compliqué de répondre. Après, il y aurait probablement des enjeux éthiques, déontologiques, mais sur lesquels on serait évidemment vigilant. Donc, non. Surtout que si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on a une obligation en tant que département et de grand département, ce qu'on appelle, c'est-à-dire département de référence pour les arts de l'islam, de respecter une certaine déontologie scientifique. Donc ça veut dire que dire ce que essayer de parler au mieux et de manière la plus pertinente des œuvres, et puis de veiller aussi à ce qu'on ne raconte pas n'importe quoi avec le logo Louvre simplement, quoi. Alors, j'ai plusieurs questions. Je pense que madame a levé la main en premier. Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour, donc moi ce serait plutôt une question sur la durée du projet. Alors je suis arrivée quelques minutes en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. Et par rapport à l'évolution aussi de l'IA, parce que tout va très très vite, et comment vous vous intégrez dans cette évolution.
Oui, sur la durée du projet, c'est un projet qu'on a traité en 4 mois. Comme je disais, ce qui prend du temps, c'est pas le traitement. Je pense que le traitement, il a dû durer, je sais pas, 4 jours. C'est toute la préparation, l'analyse du corpus. C'est-à-dire que si on prépare bien son projet, le traitement fait 4 jours et on a le contrôle qualité en 1 semaine et le projet est terminé. Donc c'est toute la phase amont qui fait que ça va très vite si elle est bien faite. Alors on peut avoir des surprises et passer beaucoup de temps en contrôle qualité. Ça arrive aussi. Mais c'est donc avant et après, finalement, le traitement que ça prend du temps. Et en effet, sur un projet de 4 mois, il n'y a pas beaucoup d'évolution de la technologie. Sur un projet de 3 ans, en effet, ça pose un certain problème. Donc, sur l'évolution de la technologie, je dirais que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait de l'évaluation de la technologie en permanence. C'est-à-dire qu'on a des benchmarks, par exemple, de reconnaissance d'écriture manuscrite, en fonction du type de document, en fonction du type de langue, et on teste les modèles. On en a 50 dans notre benchmark. À chaque fois qu'il y en a un qui sort et qu'un des fournisseurs de modèles dit « Ah, bah, j'ai résolu le problème de la reconnaissance d'écriture manuscrite avec mon modèle qui est bien meilleur que tous les autres », bah, on vérifie. Et puis, généralement, on dit « Bah non ». Donc, parce qu'on est sur des vrais documents complexes. Donc ça, ce genre de benchmark, ça nous permet de savoir à un moment donné, bah, pour faire ce projet, s'il dure 6 mois, on ne prend pas un gros risque en prenant le meilleur modèle maintenant. Il sera aussi le meilleur dans 6 mois. Mais ça veut dire qu'en permanence, généralement sur les projets, on choisit un modèle et on teste des modèles alternatifs en parallèle pour dire ah, peut-être que celui-là serait une alternative, est-ce qu'il est bon ou pas. Généralement, on se dit, bon, ok, les performances sont à peu près similaires, mais on va rester sur notre choix initial. Donc ça nécessite en effet de faire une veille permanente sur la technologie. Il n'y a pas trop de risques sur des projets courts, il y a un risque plus important sur des projets longs. Ce qui se passe souvent, c'est qu'au moment, par exemple, sur des projets où il y a une demande de financement très en amont, bah, on ne rentre pas vraiment dans les détails du modèle parce qu'on sait que dans 2 ans, quand le financement va arriver, bah, ce ne sera pas du tout la même technologie. Et parfois, en fait, même quand on lance le projet, on n'a aucune idée de comment on va le faire. Et en 2 ans, le problème est résolu et on arrive à le faire. Donc on a le plus souvent des bonnes surprises. On est plutôt dans une bonne période pour ça. J'ajoute juste que ça, c'est la partie prestation technique, mais le projet, en fait, pour nous, il ne dure pas que 4 mois. Il a commencé en 2024 pour la demande de financement. Il s'est étalé sur toute l'année 2025 et surtout, il nous reste encore une partie essentielle sur laquelle on travaille actuellement, qui est l'intégration des données dans la plateforme, dans l'interface dont j'ai parlé sur Omeka. Donc ça, c'est encore devant nous. On y travaille cette année, à nouveau avec un stage. Voilà. 2 même d'ailleurs, ouais, effectivement, 2. Donc c'est plus long que ça. Il ne faut pas sous-estimer cette partie amont de préparation qui est assez longue, d'autant plus que là ce sont des demandes de financement, donc ce sont des projets un peu opportunistes, c'est-à-dire que ça ne s'intègre pas vraiment dans la planification et dans la programmation des projets des équipes. Donc il faut faire de la place à ces projets. Ça a beaucoup d'impact aussi sur le temps qu'on peut y accorder et du coup sur l'étalement dans la durée de ces projets. Même la plateforme, même l'interface de diffusion, là, on est encore dans l'exploration, dans l'expérimentation. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, j'avais une question à propos de l'utilisation que vous faites de l'IA en interne. Vous avez évoqué qu'avant que ce projet n'arrive, c'était déjà le cas. Est-ce que vous avez une doctrine en interne sur l'utilisation de l'IA? Est-ce que vous avez des modèles qui sont privilégiés par rapport à d'autres? Est-ce que chacun l'utilise un peu dans son coin? Voilà comment ça fonctionne à ce sujet. Merci. Alors, moi, je peux parler que pour le département dans lequel je suis. Et alors, il n'y a pas de doctrine parce qu'en fait, c'est vraiment c'est chacun dans son coin, on va dire. Enfin, c'est les personnels dans leur activité scientifique qui, de temps en temps, ont recours à certains modèles. Enfin, je pense que d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt des usages génératifs type, je ne sais plus comment ça s'appelle, Prodigy ou un truc comme ça. Celle qu'on a utilisée? Non,
Non, c'est que... Enfin, bon, bref. Mais moi, je suis nul là-dedans. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a simplement, c'est bon, enfin, beaucoup de gens font ça aujourd'hui, de faire des expérimentations comme ça avec différents modèles de langage pour voir ce que les apports que ça peut donner. Voilà, j'en sais pas plus. Et pour le coup, il n'y a pas du tout de doctrine. Alors, il y a une expérimentation qui se fait au ministère de la Culture, et je vais tout de suite passer la parole à la personne concernée. Merci. Alors effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie IA à proprement parler. C'est là où il faut qu'on aille, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on structure notre stratégie interne. Après, on s'insère quand même, on s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Culture, qui est notre tutelle. Nous avons effectivement un cours, du coup, une expérimentation de l'assistant IA développé par la direction interministérielle du numérique via notre tutelle. Mais c'est un assistant conversationnel assez classique, donc un chatbot, qui est mis à disposition d'un certain nombre précis d'agents du musée du Louvre, justement parce qu'on est assez vigilant aussi sur les usages et la pertinence aussi des usages que les agents peuvent en faire. Ensuite, c'est vrai que nous n'avons pas encore ouvert des outils très largement au musée. Nous sommes en pleine réflexion. Ça suppose énormément de questions du côté de la direction des systèmes d'information, des questions qui sont aussi des questions de sécurité, bien sûr. Donc voilà, on est en pleine réflexion. Il n'y a pas encore de vraie stratégie, mais on veut aller certainement vers une stratégie beaucoup plus claire et des outils justement qui sont mis à disposition, mais pour des besoins identifiés et compte tenu aussi de toutes les implications que les chatbots notamment peuvent avoir sur l'impact environnemental, cognitif et tout ce qu'on veut. On est assez vigilant sur la manière de déployer ces systèmes d'IA pour les différents types de personnel. En cours, work in progress. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de pouvoir intégrer des données externes, enfin vous réfléchissez à intégrer des données externes pour mieux éclairer les collections. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de données externes qui Oui, alors c'est plutôt déjà la détection, parce que ne serait-ce que déjà détecter, c'est quelque chose où justement l'IA peut être particulièrement pertinente. C'est plutôt des données sur le web. Et un lien justement plutôt avec le marché de l'art, mais avec toutes les questions aussi juridiques que cela peut poser. Donc nous sommes très vigilants aussi sur ces questions-là. Mais en fait, techniquement parlant, potentiellement, il y a des possibilités justement de détecter déjà des informations qui sont disponibles sur le web qui pourraient éclairer nos collections. Mais voilà, c'est vraiment un terrain plutôt exploratoire pour l'instant. J'ai une question sur le coût. Parce qu'on a bien compris comment le coût était évalué, estimé, et construit. Et, quel est le coût ? Une fourchette, hein, si... C'est la question qu'en général, personne on n'aime pas. Alors, on n'a pas l'habitude, nous, de donner des coûts. Là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on se situe en dessous du seuil de la formalisation d'un marché public. Voilà, donc c'est un petit. Je ne vais pas dire petit parce que ça dépend effectivement des moyens dont on dispose, hein, mais voilà, c'est un projet qui a permis dont la procédure a été relativement légère compte tenu du montant total. Donc pour répondre à la question du coût, en fait, comme je disais, il y a un coût minimal sur ces projets de mise en place. Donc grosso modo, c'est difficile de faire des projets en dessous de 5-10 000 euros parce qu'il faut quand même collecter les données, discuter, le livrer. Donc on va dire le minimum, c'est cette fourchette-là. Et après, en fait, c'est plutôt cette complexité qui va donner le type de projet. Sur ces types de projets où on a un seul
type de document, 3-4 traitements. On est souvent, nous, sur des projets qu'on considère comme moyens, c'est-à-dire entre 10 et 30 000 euros, quoi. C'est des projets moyens. Après, quand on est sur des très très gros projets avec beaucoup de typologies de documents et quand on parle de traitement de millions de documents, là on change d'échelle, on fait un x10, mais on peut arriver à du 200 000 par exemple. Là on va commencer un projet sur des recensements de la République démocratique du Congo de 1982. Il y a 6 millions de pages, un seul type de formulaire, mais donc un seul type de traitement. Et ce projet, il est à 200 000 euros. Donc ça vous donne une échelle de taille de projet. Et moi, je voulais juste ajouter que dans le budget, donc, il y a naturellement le paiement de la prestation de Teclia, mais il y a aussi un volet gratification des stagiaires, et puis donc un peu de RH. Et puis le troisième aspect, c'est la numérisation des documents qui ne sont pas au format numérique natif. Voilà. Musée et ben effectivement il faut, alors c'est comme je vous le disais, le retour d'expérience on l'a pas encore fait, donc il faut qu'on agrège l'ensemble de ces coûts, parce que dans la demande de financement le financement va couvrir aussi une partie de la numérisation des catalogues, mais une petite partie. Après, ce qu'on n'a pas valorisé, c'est la mise à disposition de la plateforme Omeka, le coût de l'intégration des données dans la plateforme Omeka, parce que du coup, nous, ça va être une prestation qu'on va confier à notre prestataire de tierce maintenance. Voilà, donc je pourrais pas vous dire, peut-être que on peut... tout compris, on est en dessous de 100 000. Voilà. Bonjour, auriez-vous un retour d'expérience d'extraction de données à partir de documents manuscrits? Merci. Le Louvre ou peut-être techniquement d'autres applications. Je pense que Christopher là sera plus pertinent, parce que nous on a tenté une expérience et puis qui n'a pas donné grand-chose. Ça fait partie des expériences ratées. Mais il en faut, oui. Voilà. Donc on en a tiré un enseignement, mais du coup c'est pas un enseignement très très intéressant. Il faut qu'on se mette un petit peu plus à jour sur ces techniques-là, et surtout qu'on s'outille. Voilà. Donc je vais laisser Christophe. Merci. Nous, on fait principalement de l'extraction d'informations dans les documents manuscrits, parce que c'est vrai que c'est les sources. Nous, on a travaillé beaucoup avec les services d'archives, et c'est la source difficile d'accès qui contient beaucoup d'informations. Donc, sur le manuscrit, ce qui fonctionne vraiment bien comme technologie, c'est des modèles spécifiques entraînés sur un fond homogène pour extraire un nombre limité d'informations. Donc là, vous avez beaucoup d'exemples en manuscrit. Donc ce projet sur les recensements, on a traité un projet aussi sur les actes d'état civil, les actes paroissiaux, tous ces documents sériels assez quand même pas structurés, parce que l'acte paroissial, il y a de la créativité en fait dans l'écriture des actes paroissiaux. Je vous invite à en lire au XVIIe siècle. Mais donc ça fonctionne assez bien, et plus on remonte dans le temps, plus il faut des modèles sur mesure. Par contre, si vous êtes dans du XXe siècle, de la correspondance bien écrite, vous avez des modèles standards sur étagère qui fonctionnent bien sur de la transcription de correspondance. Là toujours c'est pareil, ça va dépendre de votre besoin et de la criticité de l'information. Est-ce que vous voulez que cette information soit vraiment très précise? Est-ce que vous voulez faire une relecture de l'extraction manuelle? Donc il y a toujours un taux d'erreur qui est mesuré. Les taux d'erreur en manuscrit, ils évoluent sur nos projets entre, on va dire, 3% et 10% ou 15% pour les projets les plus complexes. Donc vous voyez que c'est une marge de manœuvre, c'est exploitable. C'est-à-dire qu'en dessous de 20%, on considère que c'est exploitable, à 15% c'est exploitable, et à 3% c'est très bon. Mais donc ça vous donne une marge d'erreur. Donc le manuscrit est exploitable aussi avec des modèles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous pour vos questions. On espère que cet éclairage et ce retour d'expérience a pu vous éclairer sur les applications de l'IA sur les corpus documentaires dans le cadre des musées. Et puis, si vous avez davantage de questions, vous pouvez nous retrouver au stand A23 pour Teclia. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour davantage d'informations sur ce projet particulièrement. Merci. Merci.